Bonjour et bienvenue dans le nouveau département des collections Moyen-Âge et Renaissance du Palais des Beaux-Arts de Lille. Je suis Sophie Dutheillet de la Motte, la conservatrice de ces collections. Alors, le Palais des Beaux-Arts s'est engagé dans un projet de réaménagement global depuis plusieurs années. Il a d'abord réaménagé l'atrium, puis le département des plans reliefs. Et c'est au tour des salles du Moyen-Âge et de la Renaissance donc d'avoir fait leur mue cette année, avec un projet qui vise à offrir une meilleure expérience de visite au public, à présenter davantage et mieux nos collections. Donc il y a des sorties de réserve, des nouvelles acquisitions, des nouveaux dépôts, un dialogue avec l'art contemporain aussi qui est très présent tout au long du parcours. Et puis de la médiation numérique, voilà, beaucoup de choses qui permettent de renouveler un petit peu l'expérience de visite et d'accueillir le public dans des meilleures conditions qu'auparavant. Alors les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille pour le Moyen-Âge et la Renaissance sont très riches. Elles ont des origines diverses, mais la plupart des objets qui sont présentés dans ces salles sont le fruit de dons et d'achats successifs tout au long de l'histoire du musée. Et on peut notamment citer des très grands donateurs et bienfaiteurs de la ville de Lille qui ont permis d'acquérir des chefs-d'œuvre merveilleux comme Jean-Baptiste Vicard qui a notamment donné le Festin d'Hérode de Donatello. Le Festin d'Hérode de Donatello est l'un des chefs-d'œuvre les plus importants du département du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est un bas-relief exceptionnel réalisé autour de 1435 par le sculpteur florentin Donatello qui montre ici un savoir-faire extraordinaire. Donc c'est un relief qu'on appelle un relief écrasé, une technique que Donatello invente et qui permet, dans seulement quelques millimètres de profondeur, de créer un espace d'une extraordinaire complexité, avec une succession de près d'une dizaine de plans construits en perspective et plus d'une quarantaine de personnages qui viennent habiter ce bas-relief pour raconter l'histoire du Festin d'Hérode. Donc l'histoire du Festin d'Hérode est un épisode raconté dans les évangiles. Il s'agit du banquet au cours duquel le roi Hérode, que l'on voit ici attablé, va être séduit par sa belle-fille Salomé, qui exécute pour lui une danse que l'on voit au centre du bas-relief. Et il est tellement subjugué par la danse de Salomé qu'il va promettre à Salomé de lui donner ce qu'elle veut. Et Salomé, sous l'influence de sa mère, la nouvelle épouse d'Hérode, va demander la tête du prophète Saint Jean-Baptiste en récompense de sa danse. Et donc on voit la tête du prophète qui arrive ici même sur un plat au banquet d'Hérode, la réaction tout à fait effrayée de Salomé et de certains convives qui sont voilà, attablés avec Hérode et qui ont l'air horrifiés par ce qui arrive. Ce qui est très intéressant dans ce bas-relief, c'est que Donatello met en pratique les règles de la perspective linéaire qui sont inventées, en tout cas théorisées au même moment, à Florence par l'architecte Alberti, qui publie le De Pictura dans les mêmes années où Donatello produit ce bas-relief. Et on sait que les deux hommes échangent beaucoup, puisque Donatello est l'un des dédicataires du De Pictura d'Alberti. Dans la première salle, le visiteur pourra découvrir cette Pamoison de la Vierge, un relief de retable bruxellois qui a été réalisé dans la deuxième moitié du XVe siècle et qui est l'un des chefs-d'œuvre du Palais des Beaux-Arts, une œuvre d'une très grande délicatesse avec vraiment un traitement de la sculpture, des visages, de l'ensemble des détails, une polychromie également extrêmement raffinée. Alors c'est un relief de retable qui prenait place dans un ensemble plus important. Déjà c'est un élément d'une scène de crucifixion. Il faut imaginer que le Christ en croix se trouvait donc voilà, face à la Vierge en train de s'évanouir dans les bras de Saint Jean, la Vierge qui s'évanouit de douleur, ce qu'on appelle donc la Pamoison de la Vierge. Et cette crucifixion elle-même prenait très certainement place dans un retable très imposant comme on en fabriquait dans les ateliers de Bruxelles ou d'Anvers au XVe et au XVIe siècle. Et on conserve au Palais des Beaux-Arts d'ailleurs beaucoup de ces petits éléments de retable, de ces fragments de retable qui ont été démembrés au cours des siècles pour des collectionneurs et puis pour des ventes. Et donc souvent on a voilà, uniquement des fragments comme celui-ci.
mais qui nous plonge un petit peu dans ce savoir-faire des ateliers de Bruxelles et d'Anvers merveilleux à la fin du Moyen-Âge. Alors c'est une œuvre qui malheureusement a subi un petit peu les outrages du temps. On voit beaucoup de traces d'infestations anciennes, ces petits trous d'envol qui montrent voilà, que les insectes malheureusement ont pris plaisir à grignoter cette œuvre, mais elle a fait l'objet d'une restauration il y a plusieurs années qui maintenant permettent de la présenter dans un état tout de même satisfaisant et puis qui ont permis aussi d'en révéler toute la polychromie et les dorures. Donc la rénovation des salles du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est aussi l'occasion d'accueillir beaucoup de nouvelles œuvres et notamment une série de dépôts et de prêts qui nous ont été consentis par des institutions partenaires. Et c'est le cas de ce magnifique triptyque orfévré du XIIIe siècle, un triptyque reliquaire qui appartient à une commune du nord de la France, Saint-Gain-en-Mélantois, et qui a été sauvé pendant la Grande Guerre, pendant la Première Guerre mondiale, des bombardements, mis à l'abri par le diocèse de Lille qui le conservait depuis un siècle. Et donc c'est un partenariat avec le diocèse et la ville de Saint-Gain qui nous permettent aujourd'hui de présenter à nouveau ce très grand chef-d'œuvre de l'orfèvrerie médiévale au public. Donc il s'agit d'un triptyque reliquaire, c'est-à-dire qu'il contient des restes humains de saints, donc qui étaient vénérés par les fidèles, qui pouvaient même toucher les reliques puisque celles-ci sont serties dans des petites logettes sans protection, ce qui permettait donc aux fidèles de venir les approcher et même les toucher. Il n'y a pas moins d'une quarantaine de ces petites logettes dans lesquelles donc, on trouve des reliques avec les noms des saints auxquels les reliques appartiennent qui sont indiqués sur le tour des alvéoles par des inscriptions latines. Au centre du triptyque, on trouve une statuette de Saint Nicolas, le saint dédicataire de l'église de Saint-Gain-en-Mélantois, dont est originaire l'œuvre, qui lui aussi porte une logette à reliques, et au-dessus du saint, 5 reliques de la Passion, qui forment un cercle autour d'une croix orfévrée. Nous nous trouvons dans la Galerie des Trésors qui se trouve au cœur du parcours de visite du département réaménagé. Une galerie qui est dédiée aux objets d'art à travers l'exploration de différentes techniques de création. Donc nous avons une première vitrine dédiée à l'art de l'ivoire, une autre à l'art du métal, une à la numismatique, puis une à l'art de l'émail et enfin la dernière à l'art du livre. Et pour chacune de ces techniques, on a cherché à explorer un petit peu le processus qui est mis en œuvre par les artisans et les artistes pour passer de la matière brute à l'objet d'art. Donc à travers des vitrines didactiques où on présente en premier lieu la matière brute non travaillée. Donc pour l'ivoire, il s'agit de défenses. Nous avons une défense de morse et une défense d'éléphant qui nous ont été prêtées par le Muséum national d'histoire naturelle et le Muséum d'histoire naturelle de Lille. Et ensuite les objets qui sont classés par ordre chronologique et expliqués à la fois pour leur fonction, mais aussi à travers les processus techniques qui ont servi à les mettre en œuvre. Donc ces vitrines sont complétées par une médiation très riche, donc avec à la fois de la médiation tactile, numérique, des films, mais aussi beaucoup d'explications graphiques pour montrer un petit peu comment on passe d'une défense à un objet d'art extrêmement riche et travaillé. Nous nous trouvons dans la Galerie des Anciens Pays-Bas, une galerie qui est donc dédiée à l'art flamand des XVe et XVIe siècles, avec beaucoup de chefs-d'œuvre de la collection lilloise qui sont réunis dans cette galerie, et notamment ces 2 panneaux peints du peintre Dirk Boots, qui a réalisé ses œuvres autour de 1450, au milieu du XVe siècle, et qui représentent à gauche l'ascension des élus vers le paradis, et à droite la chute des damnés dans les profondeurs de l'enfer.
Alors ce sont des panneaux qui sont très impressionnants, réalisés avec la technique de la peinture à l'huile sur bois, donc qui a été perfectionnée par Van Eyck, puis utilisée par ses successeurs et qui font la magie de la peinture flamande avec tous ces détails que permet cette technique, ces jeux de lumière aussi avec ces glacis transparents qui permettent un traitement de l'espace, des corps et des détails tout à fait extraordinaires. Et donc si l'on regarde un petit peu ces chefs-d'œuvre, il faut vraiment s'en approcher et en regarder tous les détails. On voit donc d'une part un groupe d'élus se diriger vers la fontaine de vie pour ensuite monter sur une colline et décoller vers une trouée dans le ciel qui les mène vers le paradis. Et puis de l'autre côté, on a un mouvement descendant, contraire, avec cette chute des damnés qui est très impressionnante, qui est une des œuvres peut-être qui plaît le plus au public, au jeune public aussi, parce qu'il y a beaucoup de monstres et de détails tout à fait étonnants à découvrir dans cette œuvre. Alors on voit beaucoup de supplices assez raffinés même, je dirais, dans ce tableau qui est effroyable. Par exemple, une roue hérissée de pics sur lesquelles sont empalés des corps à l'arrière-plan. On voit aussi une sorte de caverne d'où sortent des flammes et des damnés qui sont en train d'être brûlés. Et puis ces monstres qui sont en train de torturer, de grignoter, de manger les damnés qui sont au premier plan. Et on voit à travers cette peinture à quel point Dirk Boots maîtrise aussi la peinture des corps. On peut voir en s'approchant tous les détails des musculatures, des veines même, à travers les chairs. Voilà un travail sur les corps qui est tout à fait étonnant et remarquable. Parmi les sorties de réserve qu'on pourra découvrir dans le nouveau département Moyen-Âge-Renaissance, il y a cet objet un petit peu étonnant. Il s'agit d'un tranchoir. Donc un tranchoir, c'est un petit peu l'ancêtre de l'assiette. Au Moyen-Âge, on mange donc sur des tranchoirs, on n'a pas encore de fourchette. Et donc on découpe ses aliments sur ce type de planches qui, pour les plus fortunés, sont en métal, comme ce tranchoir en étain qui se trouve devant nous, qui est extrêmement bien conservé, l'un des mieux conservés en France. Et puis pour les plus modestes, une simple tranche de pain pourra servir de tranchoir et viendra s'imbiber du gras des aliments et pourra à son tour être consommé. Alors cet objet, on l'a présenté à côté d'un tableau religieux qui représente une scène de repas, un repas chez Simon. Donc le Christ est attablé avec quelques disciples et chez un nommé Simon, avec Marie-Madeleine à ses pieds qui vient se repentir de ses péchés et lui baigner les pieds de larmes. Et évidemment, on a choisi de rapprocher ces œuvres parce que le repas chez Simon permet lui aussi d'évoquer un petit peu les arts de la table au Moyen-Âge et d'avoir aussi une autre approche de nos collections, à travers le prisme de la vie quotidienne et ici des arts de la table. Donc on voit sur la table où sont attablés le Christ et ses disciples plusieurs tranchoirs. Et on remarque que le Christ a son propre tranchoir, tandis que les autres personnages n'ont qu'un seul tranchoir pour trois, puisqu'en effet, on partage alors son tranchoir avec son voisin au Moyen-Âge. Et donc, voilà, ça nous donne un petit peu des informations sur la manière aussi dont on peut manger et se conduire au Moyen-Âge, voilà, à travers ce rapprochement entre un objet et une œuvre de nos collections. Cette œuvre, le repas chez Simon, a par ailleurs fait l'objet d'une très belle restauration, comme une centaine d'œuvres qui sont présentées dans le département, qui ont elles aussi été restaurées à l'occasion de la réouverture. Le département Moyen-Âge-Renaissance, qui a rouvert ses portes il y a quelques jours, réserve beaucoup d'autres surprises. Donc on trouve des projections, du cinéma, de la musique aussi, une musique voilà, qui viendra vous surprendre dans la galerie des anciens Pays-Bas, composée par le groupe R. Et puis beaucoup de nouveautés, une armure, des armes, des objets sortis de réserve, des dépôts. Donc je vous dis à très bientôt au Palais des Beaux-Arts de Lille.